Bienvenue à la Tour des Anges. Bonjour les loulous et louloutes. Nous sommes le jeudi 11 mai. Nous allons faire Dictio, Songe de Lune et bien entendu, comme tous les jours maintenant, Contes et légendes du pays d'Irlande. Et si vous me suivez sur l'autre vidéo, je vous ferai le petit tuto. Alors, voilà, je vous ferai ce petit tuto-là. La petite demoiselle, voilà, le petit lapin. Voilà, ça sera sur l'autre vidéo. Comme ça va vous donner envie de suivre. Ici, et l'autre vidéo, c'est bien. Non, je rigole. Non, vous pouvez pas. Vous pouvez sauter cette vidéo-là, puis aller voir l'autre vidéo après. C'est pas le souci. Donc, là, nous étions toujours avec le canard Corentin. La couette, C-O-U-E-T-T-E. Corentin dort bien au chaud sous sa couette, remplie de duvet de canard. Le verbe creuser, C-R-U-E-S-E-R. Corentin creuse une nouvelle mare, il enlève de la terre avec une pelle. Alors, je vais essayer de... C'est pas tout à fait... Ici, là, vous voyez. Ça, c'est la couette à Corentin. Et là, il creuse... Je sais pas si vous allez voir. Si. Il creuse un trou. Corentin creuse un trou. Voilà, juste ici. Voilà. Et là, il est sous sa couette. Alors, nous, dans le temps, on avait un édredon. C'est l'ancêtre de la couette. Et l'édredon, dedans, il y avait du duvet d'oie, du duvet de canard, tout ce qui était en plume. Enfin, des poules, coqs, tout ce qui était plume. Le plus, c'était de l'oie et du canard, parce qu'il y avait du duvet. Donc maintenant, ça a été remplacé par du synthétique, parce qu'il y en a des personnes qui sont allergiques aux plumes d'oie, de canard, de poule, etc. Même des enfants. Hein. Donc voilà. Alors maintenant, les songes de lune. J'aime pas fait. Non, ben non, de toute façon, c'est pas la peine. Alors, nous sommes le 11 mai. Je prépare jamais mon crayon. Jamais, jamais, jamais. Alors, donc aujourd'hui, on est le 11 mai et ça sera les poussins. Julie, Julie, où donc es-tu? Criait Marie. Où te caches-tu? Mais sous la haie, dissimulée, la poulette se blottissait. Un beau matin, elle réapparut, suivie de 6 poussins dodus. Bravo, Julie, dit le fermier. Elle est superbe, ta couvée. Je vais vous faire voir Julie. Regardez. Julie est là avec tous ses petits bébés poussins. Vous les voyez, les petits poussins? Voilà. Tous ces bébés poussins. Et elle en a 6. Elle a 6 bébés. Voilà, et en haut, c'est l'hirondelle, en haut, vous voyez. Voilà, l'hirondelle de hier. Et là, c'est l'oiseau qui va manger l'escargot qu'on avait vu une autre histoire, voilà. C'est vrai, je vous fais pas voir les images. Vilaine Béa.
Et je vous en raconte des belles des histoires. C'est le principal. C'est que je vous raconte de belles histoires. Là, je vais vous raconter l'histoire, la longue histoire, bien entendu, le voyage de Maelduin. Excusez-moi, je vais faire un truc. Pardon, voilà, je commence. Je vais boire un tout petit peu. Voilà, comme ça, je suis parée pour boire. Qu'est-ce qu'il y a eu là-dessus? Voilà. Voilà. Alors. Excusez-moi. Allez, on est parti. Il y avait une fois, dans une tribu du sud de l'Irlande, un illustre héros du nom d'Oscar Aga. Un jour qu'il était chez lui, sans sa garde habituelle, une flotte de pirates atterrit dans son voisinage et dévasta la contrée. Le chef trouva un refuge dans l'église de Duclone, mais les brigands le poursuivirent, l'égorgèrent et sur son cadavre incendièrent l'église. Peu après la mort d'Oscar, un fils lui naquit. Sa mère lui donna le nom de Maelduin, et croyant bon de dissimuler sa naissance, elle l'apporta à la reine du pays, qui était son amie. La reine fit passer l'enfant pour son fils et l'éleva dans sa famille. Il dormait dans le berceau des enfants du roi et avait la même nourrice. Il devint charmant et peu d'enfants lui étaient comparables en beauté. À mesure qu'il grandissait, les nobles qualités de son esprit se développaient peu à peu. Généreux, plein d'entrain, il aimait les exercices guerriers dans la course, le saut, la paume, la rame et l'équitation. Il surpassait tous ceux de son âge et gagnait toujours la palme. Il était aussi excellent au jeu d'échecs. Un jour que les jeunes gens étaient occupés à leur jeu, l'un d'eux se sentit mordre par le démon de la jalousie et dit d'une voix hautaine et colère. « Pardon ? C'est une grande honte pour nous d'avoir constamment à céder le prix au même rival, que ce soit des jeux d'adresse ou de force, sur terre ou sur l'eau, au profit d'un inconnu dont personne ne peut dire de quelle race ou de quelle tribu il fait partie, ni qui fut son père et sa mère. » En entendant ces mots, Maelduin se retira tout de suite du jeu. Jusqu'alors, il avait cru être le fils du roi et de la reine qui avaient pris soin de lui. C'est vers elle qu'il se rendit aussitôt pour lui dire « C'est vrai que je ne suis pas ton fils, je jure de ne rien manger ni ne rien boire avant que tu m'aies dit qui sont mon père et ma mère. » Elle essaya de le consoler et lui dit « Pourquoi te tourmentes-tu de cette affaire et vouloir l'éclaircir? Ne prête aucune attention aux paroles de ce jeune envieux. Ne suis-je pas une mère pour toi? Et dans tout le pays existe-t-il une mère qui aime son fils mieux que je ne t'aime? » « Tout ceci est bien vrai, répondit-il, et pourtant je t'en supplie de me faire connaître mes parents. » Alors, voyant qu'il ne voulait entendre raison, la reine l'emmena à sa mère, à lequel il demanda de lui révéler qui était son père. « Sans une requête sans raison, dans laquelle tu t'obstines, mon enfant, dit-elle, car même si tu étais renseigné au sujet de ton père, ce que tu apprendrais ne t'apporterait aucun avantage ni aucun bonheur, car il mourut avant ta naissance. »
Même ainsi, je désire savoir qui il était. » Alors sa mère lui dit la vérité. « Ton père était Oscaraga, de la tribu de Nimus. » Maldwin partit pour voir le territoire qui avait été celui de son père. Ses 3 frères nourriciers, qui étaient de beaux jeunes gentilshommes comme lui, tinrent à l'accompagner. Quand les gens découvrirent que le jeune étranger était le fils de leur chef, que les bandits avaient égorgé bien des années auparavant, et qu'il leur apprit que ses 3 compagnons étaient le fils du roi, ils leur donnèrent à tous un chaleureux accueil, les festoyant et les honorant de leur mieux. Maldwin en fut très heureux et bientôt oublia toute la peine et l'humiliation qu'il avait d'abord ressentie. Quelques semaines plus tard, des jeunes gens étaient réunis dans le cimetière de Dunclown où le père de Maldwin avait trouvé son destin. Il s'exerçait à jeter une pierre par-dessus la charpente noircie de l'église incendiée. Maldwin prenait sa part du jeu. Un domestique du domaine dont dépendait l'église, un nommé Brickma, mal élevé et mal embouché, apostropha soudain Maldwin. « Au lieu de t'amuser à jeter une pierre par-dessus ces eaux brûlées, tu ferais mieux de venger l'homme qui fut ici, même mis à mort. » « Et qui était-ce donc » demanda Maldwin. « Oscaraga, ton père, » répliqua l'autre. « Et qui le mit à mort? Des pirates qui écument encore la mer de nos rivages, et dans les mêmes bateaux, » répondit Brickma. Maldwin fut très attristé et troublé de tout ce qu'il venait d'apprendre. Il laissa tomber la pierre qu'il tenait à la main, s'enveloppa dans son manteau et mit son bouclier à la boucle de sa ceinture. Quittant ses compagnons, il s'enquit dans toute la tribu de la route qui pourrait le conduire au vaisseau des pirates. À la longue, il finit par découvrir des gens qui savaient où était amarrée la flotte. Mais la crique où elle était au mouillage était fort éloignée et il n'y avait pas moyen de l'atteindre sauf par la mer. Maldwin avait bien décidé à découvrir ces pirates et à venger son père. Sans retard, il se dirigea au nord du comté de Clare pour trouver le fameux druide Nuka et lui demander le moyen de construire une barque rapide et par surcroît un charme qui serait une protection et pour elle et pour lui, quand tous deux voleraient sur les flots. Le druide lui donna les instructions détaillées, spécifiant le jour où il devait commencer la construction et le jour où l'on devait lancer à l'eau le navire. Il insista tout particulièrement sur le nombre des matelots, qui ne devaient pas dépasser 60 hommes triés sur le volet, suivant avec scrupule les moindres instructions du sage et pieux homme. Maldwin construisit une longue barque revêtue d'une triple enveloppe de peau de bête, bien tendue et bien huilée, puis il choisit avec le plus grand soin 60 hommes alertes et dévoués pour composer son équipage, parmi lesquels étaient ses 2 amis, German et Duran l'Équerde. Le jour voulu, on prit la mer. Il était une centaine de brasses du rivage quand survinrent ses 3 frères nourriciers qui lui firent forts signaux et lui adressèrent à grands cris des prières pour qu'il les prît à son bord. « Impossible, leur cria Maldwin, de venir vous prendre, car nous avons déjà le nombre fixé. Nous allons nous jeter à la mer si tu reviens pas vers nous, nager vers toi jusqu'à la mort, réplique-t-il. Et tous 3 de plonger dans le flot. À cette vue, Maldwin vira de bord et fit monter sur le pont, bientôt que de les voir se noyer sous ses yeux. Ils voguèrent une nuit et 2 jours jusqu'au retour des ténèbres, et à minuit, ils aperçurent 2 petites îles dénudées, où l'on pouvait voir près du rivage 2 assez vastes maisons. Ils approchèrent à bas bruit, tout doucement, et purent bientôt distinguer des rires et des clameurs d'amusement qui perçaient du temps
à haute la voix retentissante des guerriers. S'approchant plus près encore, ils entendirent l'un d'eux qui hurlait avec fureur. « Détourne-toi de ma vue, comme guerrier, tu n'arrives pas à ma cheville, c'est toi qui est tué Oscaraga et brûlé l'église de Doclone sur son cadavre encore chaud, et cet exploit, personne n'a jamais eu l'audace de le venger. » « De toute assurance, crièrent Germain et Duran. Le ciel a guidé jusqu'ici notre navire, nous tenons à la gloire. Mettons à sac ce repère de pirates que Dieu a mis sur notre route. Mais à peine avait-il dit ces paroles que le vent s'éleva, grandit en tempête et pourchassa devant lui jusqu'au large. Pendant toute la nuit et le jour qui suivait, ils avaient perdu les deux îles de vue et savaient plus de quel côté ils s'en allaient. « Frêlez la voile, crie Meldwin, et prenez vos avirons. Il n'y a qu'à laisser la barque chasser devant la tempête, dans la direction qu'il plaît à Dieu de lui donner. » Se tournant vers ses frères nourriciers, il leur dit « Cette infortune nous est arrivée parce que, violant la volonté du saint druide, nous avons pris en surcharge, car il m'avait formellement défendu de mettre à la mer en prenant avec moi plus de 60 hommes d'équipage. J'ai bien peur que, de ce fait, nous n'ayons à souffrir de nouvelles infortunes. » Ses frères nourricières baissaient la tête et restèrent sans réponse. Pendant 3 jours et 3 nuits, ils n'aperçurent aucune terre. Le matin du 4e jour, alors qu'il faisait encore sombre, ils entendirent un bruit particulier dans la direction du nord-est, et Germain dit « C'est la voix des vagues qui se brise sur un rivage. » Au lever du jour, ils découvrirent la terre et mirent le cap sur elle. Suivant l'usage, ils tirèrent au sort pour savoir qui descendrait à terre pour explorer le pays, quand soudain ils virent s'approcher vers leur direction une armée de fourmis monstrueuses, dont chacune était aussi grosse qu'un poulain, et elles avaient l'air si décidées et si affamées qu'ils s'empressèrent de virer de bord et de mettre à la voile en toute hâte. Géantes ces fourmis s'avançaient, flots sans nombre qui roulaient fauves et noirs pour happer le butin. Les éclairs de la faim luisaient dans les yeux sombres, crocs et becs qui claquaient, croquaient le sable fin. Au bout de 3 autres jours et 3 autres nuits, ils entendirent à nouveau le murmure de vagues sur une plage, et à l'aube ils aperçurent une grande île fort élevée, entourée de terrasses qui s'élevaient les unes derrière les autres. Sur ces terrasses se dressaient des arbres élevés sur lesquels étaient perchés de grands oiseaux au plumage bigarré. On tient conseil pour savoir qui visiterait l'île et s'assurer des dispositions de ces oiseaux. Meldwin proposa d'y aller avec quelques compagnons. Avec prudence, ils explorèrent l'île en toutes ses parties, sans rien y trouver qui fût de nature à les alarmer. Ils purent même se saisir d'un bon nombre d'oiseaux qu'ils rapportèrent tout contents sur le navire. Ce n'est qu'au bout de 4 jours qu'ils parvinrent dans les parages d'une grande île sableuse sur laquelle, en se rapprochant, ils aperçut un énorme animal en forme effroyable qui fixait sur eux un regard attentif. Il ressemblait d'une façon générale à un cheval, mais ses pattes étaient celles d'un chien, et elles ne terminaient par des serres acérées et de couleur bleue. Après l'avoir considéré quelques instants, Meldwin dit à ses compagnons de ne pas quitter des yeux, car il paraissait leur vouloir du mal. Aussi les rameurs nagèrent-ils avec une extrême lenteur. À mesure que le navire approchait du rivage, le monstre transporté joie gambadait sur la plage, avec la ferme intention de dévorer un à un tous ceux qui prenaient terre. « Il me semble pas du tout fâché de nous voir arriver, s'écria Meldwin. Mais s'il croit déjà nous avoir sous la dent, il se trompe, car nous allons éviter de prendre du large. » Ce qui fut fait. Dès que le monstre s'en aperçut, il descendit furieux jusqu'au bord de l'eau, où, saisissant de lourds galets, il se mit à les lancer de toutes ses forces contre le vaisseau.
Mais l'équipage d'un vigoureux coup de rein l'avait déjà mis hors d'atteinte et la brise aidant, on fut bientôt hors de vue. Après de longues journées de navigation, ils arrivèrent en vue d'une île. Pardon. Je suis désolée. Le sort décida que c'était Germaine qui irait à la découverte et il regardait plutôt ses corvées comme désagréables. Alors son ami, Björn, lui dit « J'accepte d'aller avec toi. Cette fois-ci, et quand la prochaine fois ce sera mon tour de visiter une île, il est entendu que tu viendras avec moi. » Ainsi, ils partirent ensemble. Ils découvrirent une île très vaste et quelques distances du rivage, ils tombèrent sur une large piste verte, préparée pour des courses et sur laquelle ils aperçurent des traces de sabots de dimensions considérables. Grande comme une table de salle à manger et même la taille d'une voile de vaisseau. Ici et là, ils trouvèrent des coquilles de noisettes et sans jamais voir d'être humain, ils remarquèrent bien des indices qui suggéraient qu'un peuple d'une taille énorme était récemment employé ici à divers ouvrages. Remplis d'une certaine alarme, ils invitèrent leurs compagnons à venir voir ces signes étranges à leur vue. Les autres furent également saisis de crainte et tous se retirèrent vivement à bord. Arrivés à quelque distance de la terre, ils aperçurent comme à travers un brouillard un grand nombre de gens de taille gigantesque et d'apparence démoniaque. Ils bondissaient sur la crête des vagues en poussant de grands cris. Dès que ces nombres fantastiques eurent atterri sur l'île, ils se rendirent sur la piste verte où ils firent des préparatifs pour une course de chevaux. Les chevaux couraient plus vite que le vent. En les voyant se précipiter pour tenir la tête, les géants poussaient de clameurs prodigieux qui parvenaient à l'équipage comme un tonnerre. Maldwin et les hommes du pont de leur navire entendaient les coups de fouet et les cris des cavaliers, et si éloignée que fût la course, ils pouvaient saisir les exclamations passionnées des téléspectateurs. Oh, ce cheval gris, vois comme il court, et le marron, il prend de l'avance. Suis bien l'effort du noir aux taches blanches, mon cheval saute mieux que le tien. Après s'être rassasié de ce spectacle extraordinaire, l'équipage mit promptement à la voile, car ils étaient de plus en plus persuadés que cette course fantastique était une assemblée de démons. Cette fois-ci, ils naviguèrent une semaine entière sans apercevoir de terre. Ils eurent à souffrir de la faim de la foi. Enfin, ils arrivaient en vue d'un haut promontoire au pied duquel était bâtie sur la plage une maison splendide. On y distinguait deux grandes portes, l'une qui gardait la terre et l'autre face à la mer, fermée, celle-ci d'une haute dalle de pierre. Cette dalle offrait une couverture en son milieu et les vins qu'il atteignit à chaque marée haute jetaient dans la maison des brassées de saumon. Nos voyageurs atterrirent et parcoururent l'édifice sans rencontrer personne. Dans une grande salle se trouvait une couche décorée qui semblait préparée pour le chef de la maison. Et dans toutes les autres chambres, il y avait une couche plus large qui pouvait contenir 3 membres de la famille. Près de chaque lit se voyait une petite table sur laquelle brillait une coupe de cristal. Ils trouvèrent force nourriture et force bière et purent restaurer leur force en remerciant Dieu de cet inespéré secours. Leurs vivres se tardèrent pas à s'épuiser et ils connurent encore les affres de la faim. Ils côtoyèrent alors une île qui n'était guère formée que d'une seule colline. Et juste au milieu croisait un unique pommier. Haut et mince, dont toutes les branches elles-mêmes excessivement minces et d'une prodigieuse longueur recouvraient toute la colline, et tous les côtés descendaient jusqu'à la mer. Maldwin de son bateau, en approchant très près, saisir une de ses branches. Pendant 3 jours et 3 nuits, le navire croisa en plus près, et pendant tout ce temps, Maldwin tenait la branche, tantôt molle, tantôt tendue. Et le moment venu de mettre à la voile, 7 pommes d'une beauté merveilleuse mûrirent à l'extrémité de la branche et se détachèrent dans sa main.
Chacune d'elles fournit aux voyageurs nourriture et boissons pendant 40 jours. Donc, elles devaient être grosses, les pommes, hein. Ils virent ensuite en vue d'une île magnifique, sur lequel erraient de grands animaux, dont la forme rappelait celle des chevaux. Ils virent soudain l'une des bêtes ouvrir la bouche très grande et enlever un large morceau de chair de sa voisine. Cet exemple fut immédiatement suivi par celle qui se trouvait dans le voisinage. Et bien qu'en peu de temps, toute la prairie ne fût qu'un champ de bataille, et tous les animaux se déchiraient à belles dents, pleines couvertes de morts et de blessés, et toutes ruisselantes de sang, leur prochaine étape leur fit le spectacle d'une île complètement entourée d'une muraille. À leur approche, un animal de grande taille, à la peau rugueuse, bondit sur le rempart et se mit à faire tout le tour de l'île avec la rapidité du vent. Sa course finie, il monta sur une éminence qui lui offrait le plateau d'une vaste dalle de pierre, et là, il se livra à un exercice singulier. Il retournait et retournait constamment son corps dans sa peau. Les chairs et les os changeaient de place alors que la peau restait immobile, ne laissant voir qu'une légère ondulation. Quand il fut fatigué, il prit un léger repos, puis il fit l'exercice en sens inverse, c'est-à-dire que sa peau se mit à tourner autour de son corps, alors que la chair et les os restaient parfaitement immobiles. Ce deuxième exercice, une fois terminé, il refit en courant le tour de l'île, comme pour se rafraîchir. Il revint sur sa date favorite, et cette fois, alors que la peau de la partie inférieure du cou restait sans mouvement, celle de la partie supérieure se mit à tourner comme les ailes d'un moulin. C'est à ces diverses acrobaties qu'il semblait passer tout son temps. Maldwin et son équipage, après avoir observé cette étrange conduite, crurent prudence de ne pas s'aventurer plus près. Elles hissèrent leurs voiles pour reprendre la mer. Ce que voyant le monstre sauta à bas du rempart, descendit à la plage, et comprenant qu'il ne pouvait plus atteindre le navire, se mit à lui jeter des galets avec force en visant bien. L'un d'eux traversa le bouclier de Maldwin et alla se loger dans la quille du bateau. La brise, heureusement, se leva et les emmenait vite hors de portée. Nos voyageurs commencèrent à perdre cœur en se voyant partout si mal accueillis, en se demandant où ils pouvaient bien trouver un refuge et un havre de grâce. La disette se faisait cruellement sentir à bord, et ils prient plus souvent qu'ils ne mangeaient. Ils étaient tous abattus et près du désespoir, épuisés de fatigue et de privation, quand enfin ils aperçurent une terre plus accueillante. C'est une grande île plantée d'arbres fruitiers, ployant sous le fardeau de pommes dorées, à l'ombre de branches pesées des troupeaux d'animaux trapus d'un rouge brillant et rappelant un peu la forme du cochon. Mais en s'approchant très près, ils eurent la surprise de découvrir que ces animaux étaient de feu, et en ce sens que la couleur brillante qu'ils émettaient provenait de flammes rouges dont leur corps était pénétré. Nos voyageurs virent plusieurs de ces bêtes venir en groupe au pied d'un arbre, frapper le tronc tout ensemble de leurs pattes de derrière et faire tomber les pommes et les dévorer. C'est ainsi que ces animaux passaient toute leur journée au coucher du soleil. Ils se retiraient dans des cavernes profondes et on les voyait réapparaître le lendemain matin. Tout autour de l'île, des bandes d'oiseaux de mer nageaient dans les vagues. De l'aube à l'heure du midi, ils s'éloignaient de plus en plus de la terre et élargissant le sec de leur ébat, mais à midi, ils nageaient en sens inverse de manière à regagner peu à peu le bord de l'île où ils arrivaient au coucher du soleil. Là, ils attendaient que les pores lumineux ne fussent attirés dans leurs cavernes pour envahir tous les vergers de l'île et en mangeant les pommes jusqu'au lendemain matin. Maldwin fut d'avis d'aller sur l'île cueillir des fruits en disant que le danger n'était pas plus grand pour eux que pour les oiseaux. On l'envoya 2 hommes en éclaireur. Le sol était brûlant sous leurs pieds,
car les animaux de feu, quand ils se reposaient pour la sieste, chauffaient la terre au-dessus de leur caverne. Les éclaireurs n'en persistèrent pas moins, et secouant les pommiers en rapportèrent beaucoup de fruits. À l'aube, les oiseaux abandonnèrent les arbres pour la mer, les oiseaux de feu et les animaux de feu sortirent de leurs repères pour se répandre parmi les arbres, à leur habitude. Mais dès qu'ils eurent disparu pour le repos de la nuit, n'ayant rien à craindre des oiseaux, Maldwin débarqua cette fois avec tous ses hommes jusqu'au matin. Ils cueillirent des pommes et les empilèrent à bord, tant qu'il y resta la moindre petite place. Ils errèrent sur les flots si longtemps que leur cargaison de pommes s'épuisa, et ils eurent beaucoup à souffrir du soleil brûlant. Leurs bouches et leurs narines étaient toutes irritées par l'odeur saumâtre de la mer. Il était grand temps qu'ils visent en vue d'une terre, cette fois île de petite dimension, portant en son centre un palais. Tout autour courait une muraille d'une blancheur sans tache, on l'aurait cru crépie de chaux vives ou sculptée dans une falaise de craie. Et d'un côté, ce mur semblait continuer en hauteur les rochers de l'île jusqu'au point d'atteindre les nuages. La portière de ce rempart extérieur était grande ouverte, laissant voir maintes belles maisons d'une blanche de neige rangées autour de la cour, blanche et unie. Maldwin et ses marins pénétrèrent dans la plus vaste de ces demeures. Ils en parcoururent les chambres sans rencontrer personne. Dans la pièce la plus grande, ils trouvèrent un petit chat qui prenait ses ébats au milieu des piliers de marbre de petite taille, alignés en rang. Son jeu consistait à sauter constamment d'un pilier sur un autre. À l'entrée des hommes, il leva un moment sur eux ses yeux d'or, puis sans faire plus attention à eux, il se reprit à jouer. En parcourant des yeux de la chambre elle-même, ils s'aperçurent qu'autour des murailles, un cadre de porte était lié à l'autre par une guirlande de pierres précieuses. La première était faite de broches d'or et d'argent dont l'épingle était fixée au mur et qui présentait ainsi à tous les yeux leur cabochon lumineux. La seconde était faite de colliers d'argent et d'or et la troisième de dorsanes de glaive aux poignées d'or et d'argent. Au pied du mur s'étendaient des couches basses et moelleuses du blanc le plus pur et de l'ornementation la plus riche. Les tables étaient servies de mets abondants et variés, parmi lesquels un bœuf entier bouilli et un pourceau rôti. De grandes nappes étaient remplies d'une bière blonde et enivrante. « Est-ce pour nous que l'on a préparé ce repas » demanda Maldwin au chat. Le chat dressa l'oreille, s'arrêta sur un pilier bas, leva les yeux sur lui et bientôt, sans répondre, il se reprit à jouer. Maldwin comprit que le souper leur était réservé. À lui et à ses hommes, tous prirent place à la table et mangèrent et burent leur content. Après quoi, ils allèrent se reposer et dormirent sur les couches blanches. À leur réveil, ils versèrent dans un tonnelet tout ce qui restait de bière et se partagèrent tous les reliefs de festin. Ils allaient sortir quand l'aîné des frères nourriciers de Maldwin lui demande « Puis-je emporter comme souvenir un de ces grands colliers ?»« Pas du tout, » répondit Maldwin. « Il est parfait que nous ayons pu trouver ici repos et nourriture, mais n'en emportons rien, car il est certain que la maison n'est pas 100 mètres. » Sans tenir compte de cet avis, le jeune homme décrocha un des colliers rutilants et l'emporta. Le geste n'avait pas échappé au chat, qui le suivit jusqu'au milieu de la cour, et là, bondissant sur lui comme une flèche flamboyante, il lui traversa le corps et, en un éclair, le réduisit en cendres. Puis, cela fait, il retourna dans la grande salle reprendre son jeu en sautant sur un pilier. Maldwin y rapporta le collier et, s'approchant du chat, lui adressa quelques paroles d'excuse et d'adoucissement. Après quoi, il remit le bijou soigneusement à sa place. Il réunit alors les cendres de son frère nourricier, et avant de s'embarquer, il les jeta à la mer. Alors Maldwin et ses compagnons continuèrent le voyage, très affligés de la perte de leurs compagnons, mais pleins de gratitude envers Dieu pour ses mystérieux bienfaits.
Au matin du 3e jour, ils parvinrent à une île nouvelle, qui était divisée en 2 parties par un mur d'airain qui passait juste en ce milieu. Ils aperçurent 2 grands troupeaux de moutons, un de chaque côté de la muraille. Et tous ceux qui étaient d'un côté étaient noirs, tandis que ceux de l'autre côté étaient blancs. Un homme de haute taille s'occupait activement à diviser et à arranger les moutons. Ils arrivaient souvent qu'ils en laissaient un et les jetaient par-dessus le mur avec aisance. Quand c'était un mouton blanc qu'ils lançaient ainsi parmi les noirs, l'animal noircissait aussitôt. Et inversement, s'ils jetaient un noir de l'autre côté, l'animal en un instant devenait blanc. Les voyageurs constatèrent ces faits avec curiosité, mais non sans alarme, et Maelduin conclut. Il est bien que nous ayons pu ainsi nous rendre compte de choses avant de nous risquer plus loin. Faisons un essai. Nous allons jeter un objet sur l'île pour voir si lui aussi changera de couleur. S'étant saisi d'une branche à écorce noire, ils la lancèrent du côté du mouton blanc, à peine le toucher le sol, qu'il se mit à blanchir. Alors, ils jetèrent une branche de même couleur blanche du côté des moutons noirs, et à même instant, elle devint noire. Il est heureux pour nous, remarqua Maelduin, que nous n'ayons pas sauté sur l'île, car sans aucun doute nous aurions changé de couleur, comme il est arrivé à ces branches. Encore remués de peur, ils virèrent de bord et reprit le large. Le 3e jour, il découvrit une île de grande dimension où paraissait un troupeau de pourceaux aux formes pleines de grâce. Comme il manquait de nourriture, ils tuèrent un porcelet. Vers le centre s'élevait une montagne qu'ils résolurent d'escalader afin de se rendre compte du pourtour de l'île, et ce fut German et Duran qui furent choisis pour cette corvée. Au pied de la montagne, ayant atteint une rivière large mais peu profonde, ils s'assirent sur la berge pour prendre un peu de repos. German, un moment, enfonça dans l'eau la pointe de sa lance, qui aussitôt prit feu, comme s'il avait été jeté dans la fournaise. Les 2 éclaireurs se regardaient bien d'aller plus loin. De l'autre côté de la rivière, ils aperçurent un troupeau d'animaux qui ressemblaient à des bœufs sans cornes. Et tous étaient couchés. Un homme de taille gigantesque semblait les garder. Pour faire lever ce bétail singulier, Germain se mit à frapper sa lance contre son bouclier. « Pourquoi voulez-vous effrayer de cette manière mes pauvres petits veaux ?» demanda l'énorme berger d'une voix formidable. Étonné d'entendre que ce gros bétail ne comptait que veaux et génisses, Germain, sans répondre à la question, demanda au géant où étaient les mères de tous ces veaux. « Elles sont de l'autre côté de la montagne, répliqua la voix tonitruante. Germain et Duran ne demandèrent pas le reste et battirent en retraite pour dire à leurs compagnons tout ce qu'ils avaient vu et entendu. Maelduin décida de ne pas insister, et quand tout fut paré, on abandonna l'île et la montagne. À peu de distance sous le vent se trouvait une île sur laquelle on voyait un grand moulin, et sur le seuil de la porte se tenait le meunier, solide compagnon, bien membré et corpulent. Une foule de gens conduisait vers le moulin des chevaux chargés de blé, et d'autres, une fois le blé moulu, s'éloignaient dans la direction de l'ouest. De grands troupeaux de toutes sortes de bétail couvraient la plaine à perte de vue, et l'on distinguait des chariots chargés de tous les biens et de toutes les richesses que produit le rebord extrême du monde. Tous ces produits, le meunier les jetait aux mâchoires de son moulin, et la riche farine qui en sortait prenait toujours la direction de l'ouest. Maelduin demanda au meunier de lui dire le nom de son moulin merveilleux et la signification de tout ce qu'il venait d'apercevoir sur son île. Le meunier, se tournant vers lui d'un geste brusque, répliqua. C'est le moulin d'un ver truquenant, et je suis le meunier de l'enfer. Toutes les céréales et toutes les richesses du monde dont les hommes sont mécontents, on me les envoie pour qu'elles passent sous mes meules, ainsi que tous les objets précieux que les hommes essaient de cacher au regard de Dieu, je les broie sous les meules de mon moulin,
et les envoie ensuite vers le couchant. Alors il semble bien décidé à ne rien ajouter de plus et d'un geste brusque, il se mit à travailler à son moulin. Voyant qu'il était superflu d'insister, Maelduin et ses compagnons, le cœur rempli d'émerveillement et de stupeur, regagnèrent leur navire. Je fais une petite pause. Je vais arrêter pour là et je vais vous faire une deuxième partie. Comme ça, vous allez avoir la suite juste après. Je mets celle-ci et après, je fais la deuxième partie. À tout de suite.